Bienvenue dans cette vidéo d'étude de cas. Aujourd'hui, j'interviewe une femme entrepreneur qui a un parcours inspirant. Maryse est partie de loin dans son parcours entrepreneurial. Elle avait suivi un parcours très classique qu'elle va nous raconter un peu plus en détail, mais vraiment, elle suivait la voie classique jusqu'au jour où elle a eu ce déclic entrepreneurial. Elle a décidé en fait de lancer son activité basée sur sa passion qui est le yoga. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, Maryse touche 30 000 personnes grâce à Internet. Elle a créé une entreprise et en suivant mes conseils, elle a multiplié son chiffre d'affaires par 5. Aujourd'hui, cette entreprise, elle en vit. Elle a fait paraître un livre qui s'appelle Le Yoga Rose et qui est paru chez Aska Éditions et que je vous recommande vivement. Et elle a créé aussi plus de 35 programmes multimédia, 1000 vidéos. Elle a un groupe de plusieurs centaines de femmes qui sont abonnées pour recevoir en payant chaque mois ces vidéos de yoga. Et elle approche le million de vues sur YouTube. Donc, Maryse, c'est un sacré parcours que tu as là. Et déjà, merci d'être là avec moi pour ce partage. C'est un grand plaisir, Sébastien, d'être ici avec toi aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux me raconter un petit peu le déclic initial? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a fait décider, je quitte mon poste, tu peux me raconter ce que tu faisais et je lance mon activité entrepreneuriale? Comme tu l'as dit, j'étais dans un parcours très classique. Il n'y a pas plus classique que ça. J'étais fonctionnaire fédéral au gouvernement canadien. Donc, ce que je faisais, je suis comptable et auditrice également. Donc, j'étais gestionnaire en contrôle interne des systèmes financiers. Donc, vous pouvez imaginer comment c'est ennuyant. Si vous me connaissez, vous pouvez peut-être voir un peu un décalage de ce que c'est par rapport à ce que je suis, à ce que je partage aussi comme yoga. Donc, vraiment, c'était pas un travail dans lequel je m'épanouissais. Je ne vivais pas ma mission de vie. Et pour moi, de vivre ma mission de vie, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ma mission de vie a deux parties. La première partie, c'est de me transformer moi-même et aussi d'aider les gens à se transformer. En contrôle interne, il n'y a pas vraiment de transformation personnelle et spirituelle qui se produit. On peut aider les gens à faire des meilleures présentations, mais c'est pas tout à fait le truc auquel j'aspirais. Donc, j'étais dans une cage dorée parce que excellent salaire, excellents avantages sociaux, fonds de pension, tout. Imaginez-le, je l'avais. Donc, tout ce que je pouvais vouloir, je l'avais. Et ça a pris je dirais, pendant à peu près un an que j'ai réfléchi à l'idée de partir. Puis à un moment donné, l'idée était vraiment de plus en plus forte. Puis ce qui s'est produit, c'est que j'ai déjà fait une dépression. Lorsque j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai fait une dépression. J'ai été arrêtée pendant plusieurs semaines. Ensuite de ça, j'ai repris tranquillement le travail. Puis là, ce que je voyais, c'est que je me dirigeais vers la même chose parce que je vivais pas ma mission de vie, tout simplement. Donc, j'ai dû même faire un demi-arrêt de travail, puis je me suis dit non. Les gens me disaient, il te reste seulement 17 ans avant que tu aies ta retraite. Seulement 17 ans, c'est vrai. Un peu de patience, seulement 17 ans encore. Puis je me disais, si je suis pas physiquement morte, mon esprit va être mort, c'est certain. Je pourrais pas continuer de cette façon-là. Donc, c'est là où j'ai pris la décision de quitter. Puis à ce moment-là, il y avait des mises à pied au gouvernement fédéral. J'ai levé la main et on m'a dit vas-y. Après plusieurs, j'ai dû les convaincre pour pouvoir partir. Et j'ai eu à travailler fort pour les convaincre. Et je suis partie du gouvernement fédéral pour lancer mon entreprise. Ça fait depuis 2012 et je n'ai aucun regret. Il n'y a pas une journée où je me suis dit j'aurais vraiment dû rester. Pas une journée. Pas une journée. Il n'y a aucun matin où je me suis dit ça. Donc, et le yoga, c'est ma passion. Le yoga, le développement personnel, le développement spirituel, tout ce qui aide l'âme à s'élever, c'est ma passion. Ce que j'aime, c'est d'aider les gens à trouver des solutions spirituelles à des problèmes du quotidien qu'ils vivent. Donc, dans relations personnelles, interpersonnelles, le stress, la confiance en soi, l'énergie. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Puis, lorsque je reçois des dizaines, je ne sais pas si c'est pas au moins une centaine, probablement, de témoignages toutes les semaines. Quand j'ai un petit doute, je lis un témoignage puis je me dis, OK, il n'y a aucun doute que je suis sur la bonne voie, que je dois continuer, que c'est la voie que j'ai à suivre. Donc, est-ce que j'avais des objections? Pour moi, le marketing n'était pas du tout spirituel. C'était en lien opposé. Je voyais le marketing comme le démon.
Parce que ce qu'on essayait de faire, c'était de convaincre des gens pour acheter des produits. Puis je me disais, mais c'est pas logique de faire ça. Les gens devraient découvrir d'eux-mêmes. Puis, ce que j'ai découvert, ben, en étant dans ton mastermind, entre autres, et en faisant presque toutes tes formations, ce que j'ai découvert, c'est que le marketing, c'est une façon de rentrer en connexion avec les gens, de montrer des choses qui sont inconscientes, de leur rendre service, de contribuer, de leur expliquer, voici ce que moi je peux faire pour vous. Puis en commençant à faire ça, j'ai pu aider encore plus de gens. Donc, et à un niveau tellement plus profond. Donc, ça a été vraiment une révélation de voir que le marketing, ça dépend de la façon dont tu l'utilises. Donc, plus on l'utilise bien et plus on a un impact positif sur les gens. Donc, ce qu'on est à l'intérieur va se manifester par la suite à l'extérieur. Donc, si on est une bonne personne à l'intérieur, ça va se manifester aussi dans notre marketing, puis on va aider encore plus de gens. Donc, c'est vraiment génial de faire ça. Tu as démarré donc avec le studio où tu donnais les cours de yoga? Oui. Oui, je donnais juste des cours de yoga, donc à 4 personnes, 8 personnes. Puis, j'ai voulu partager encore plus. Donc, j'ai créé Diva Yoga. Diva Yoga, Diva Yoga. On voit le site web à l'écran de divayoga.com. Donc, c'est ça, j'ai commencé à créer le site. Et au lieu de redonner les mêmes cours à 4 ou 8 personnes, j'ai commencé à donner le cours qui était déjà enregistré à 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes. Donc, l'impact était beaucoup plus grand et beaucoup plus en profondeur également. Et au lieu de toujours refaire la même chose, donc dans des cours de yoga ou si je répétais le même cours de yoga à différentes reprises, je pouvais créer autre chose, je pouvais approfondir soit ma pratique personnelle ou mon enseignement. Donc, j'ai pu aller beaucoup plus en profondeur en choisissant d'utiliser une méthode qui est différente. Parce que si on regarde le business model du yoga, c'est on donne des cours de yoga, donc en personne, et c'est tout. Et je pense que j'ai été une des précurseurs à amener le yoga sur Internet. Ça fait déjà depuis 2007 que j'ai commencé à amener le yoga sur Internet. Et même à ce moment-là, YouTube commençait à peine. La vidéo, pratiquement pas. Moi, mes premiers produits que j'ai créés pour Internet, c'était en audio et aussi sur papier. Donc, pendant 5 ans, j'ai fait de l'audio, aucun vidéo. Donc, le business model est très, très différent de ce qu'on retrouve habituellement. Et j'ai pu vraiment approfondir mon enseignement du yoga. Donc, avoir des programmes beaucoup plus complets. Ce qu'on fait habituellement dans un programme, disons, sur une période de 9 mois, bien, on a quelques personnes qui vont suivre ces programmes-là. 8 personnes, 10 personnes. Tandis que je peux rejoindre des centaines de personnes sur Internet. Donc, ça, c'est vraiment un impact majeur, un grand changement dans la façon de livrer les cours de yoga. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que tu es passé au début, démarrer avant que YouTube soit populaire et tout ça, à aujourd'hui avoir des centaines de vidéos en ligne. Je crois on est de l'ordre du millier de vidéos que tu as fait en ligne. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu as dû vaincre une appréhension. Si au début, tu as écrit du yoga, écrire du yoga et enregistrer un audio du yoga, c'est tout à fait différent que de se montrer en train de donner les cours de yoga. Comment est-ce que tu as vaincu cette appréhension? Et ensuite, est-ce que tu pourrais partager quelques-unes des astuces qui t'ont permis d'arriver à ces 30 000 abonnés? Parce que c'est pas rien, les gens ils se disent moi je pars de zéro, je ne démarre pas avec 30 000 abonnés, Maryse elle a 30 000 abonnés, c'est facile pour elle, mais j'imagine que comme tout le monde, tu n'es pas partie de 30 000. Exactement, je suis partie de zéro moi aussi. Donc, mais je vais commencer par répondre par ta première question. Et la première question, c'était comment j'ai fait pour vaincre ma peur de la vidéo. Donc, ce qui est vraiment important de comprendre, puis ça paraît peut-être pas maintenant, mais je suis une personne timide. Donc, j'étais plutôt une personne timide. Lorsque j'étais au lycée, donc qui est au secondaire au Canada, donc 15 ans, 16 ans, que je devais faire une présentation devant la classe, j'avais les yeux baissés, le visage tout rouge, j'étais en sueur, partout. Moi qui n'ai pas une personne qui a chaud, je parlais d'une toute petite voix, c'est à peine si les gens pouvaient m'entendre. Donc, je suis partie de ce point-là. Et lorsque j'ai fait ma formation professorale, je suis pas en yoga, je suis pas devenue professeure de yoga pour enseigner le yoga, mais plutôt pour approfondir mon enseignement, ma pratique personnelle du yoga. Et je me suis pas rendu compte que je devrais parler devant un groupe à ce moment-là, lorsque je me suis inscrite. Donc, ça a été la surprise où je me suis dit, oh, je dois enseigner devant un groupe.
Donc, les premières fois où j'ai enseigné, j'étais très mal à l'aise également, mais je me suis rendu compte de l'impact de ce que j'apportais aux gens. Donc, ça a été en 2006-2007. Par la suite, j'ai fait les audios, donc juste d'avoir mon micro avec moi, c'était déjà une étape de plus. L'écriture était une étape de plus, de m'exposer de plus en plus. Et lorsque pendant 5 ans, mes abonnés me demandaient « Maryse, est-ce que tu pourrais nous faire des vidéos? Maryse, on aimerait ça te voir en vidéo. Maryse, on veut voir comment tu fais les mouvements, l'énergie que tu dégages. » Puis moi, j'étais très timide, donc je n'osais pas le faire. Mais c'était vraiment mon ego qui m'empêchait de le faire parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de ce qu'on en dirait, j'avais peur de tout ce que le monde pouvait penser de moi. Et à un moment donné, j'ai eu une énorme prise de conscience. Cette prise de conscience, ça a été que je ne devais pas le faire pour moi ou parce que moi j'avais peur, mais je devais le faire pour les autres. Donc, au lieu d'avoir un focus tourné vers moi, je suis allée plutôt dans la contribution en me demandant comment je peux faire pour aider les autres. La vidéo est un incontournable. Donc, ça a été pour moi cette prise de conscience pour déjà démarrer, faire mes premières vidéos. Et comment j'ai fait pour pouvoir, en 4 ans, donc en 4 ans, en tourner 1000 vidéos, je me suis lancé des défis. Donc, mon premier défi, ça a été de créer le programme SOS Sommeil, tout en vidéo. Et j'ai dit à mes abonnés que j'étais pour le faire en vidéo. Donc, une fois que c'est dit, j'avais pas le choix. Je peux utiliser le pouvoir de faire un engagement public en disant c'est comme ça que je vais me motiver à me lancer. Exactement. Puis c'était pour apporter aux gens. Mais j'étais pas assez à l'aise pour pouvoir faire de l'impro devant la caméra. Donc, j'ai tout scripté. Toutes mes vidéos, 80 vidéos de contenu scripté. C'était énorme, énorme à scripter, mais ça m'a permis de le faire. L'année suivante, j'ai fait un autre programme, Souple, Active et Sereine. Cette fois-là, 200 vidéos, pas scriptées. Donc, j'étais vraiment contente. Et la 3e année, je me suis dit, OK, cette année, je me lance un gros défi. Je vais faire une vidéo par jour. Puis là, je me suis dit, comment je peux faire pour faire une vidéo par jour pour prendre cet engagement? Donc, j'ai créé le programme Diva Positive pour que j'aie, moi, cet engagement tous les jours. Et c'est des vidéos courtes, 10 minutes. Parce qu'en 10 minutes par jour, c'est incroyable les changements qui peuvent se produire. Des gens commencent à faire le programme après 10 jours, déjà, ils voient qu'ils sont moins stressés. Après 20 jours, ils ont plus confiance en eux. Après 60 jours, les relations interpersonnelles ont commencé à changer. La communication s'est améliorée. La joie arrive dans les premiers mois du programme. Donc, en m'exposant, en osant aller dépasser mes limites mentales, ça permet à plein de gens de s'épanouir par la suite. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour dépasser cette part de la vidéo. De la prise de confort par rapport à la vidéo. Exactement. Puis maintenant, je fais des conférences. Demain, j'ai une conférence de presse. Donc, tout ça fait en sorte qu'en ayant dépassé, puis toujours en y allant petit pas par petit pas, si je n'avais pas fait la première vidéo de lancement, j'aurais pas fait les autres. Les autres auraient pas suivi. Les 1000 autres n'auraient pas suivi. Donc, c'est toujours une vidéo. C'est comme un grand trajet de 1000 km. Ça commence par un premier pas. Donc, comment faire pour faire notre premier pas? Et des fois, c'est un petit pas. C'est ce qui est, tu sais, si on regarde au niveau d'une astuce, des fois, on se dit, ben mon petit pas, il est trop petit. Mais si c'est le plus grand pas qu'on peut faire, c'est un grand pas. Parce qu'on a tendance à comparer avec les autres. On se dit, ben cette personne-là est capable de le faire, donc moi aussi, je devrais être capable de le faire. C'est pas comme ça. On a chacun notre histoire, chacun nos blocages, chacun nos traumatismes, et on va y aller petit pas pour pouvoir atteindre des objectifs qu'on s'est fixés. Puis notre petit pas, pour nous, il est énorme. Et voilà, il est énorme. Le reconnaître.